Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire avec Demos. Nous sommes ravis de vous accueillir. Je suis Thierry Ramaniraka et en ce 23 mai, nous allons faire un focus sur l'alternance dans le cadre de la réforme sur la formation professionnelle. Dans un premier temps, voici notre plan. Nous verrons tout d'abord un focus sur cette nouvelle organisation nationale de la gestion de l'apprentissage, de l'alternance, et donc évidemment du contrat pro et de la période pro A. Ce sont essentiellement des changements d'ordre financier et des rapports entre eux et les organismes et institutions qui géraient jusqu'à présent ce système, sachant qu'il va vraiment y avoir un après 2018 et qui va se prolonger jusqu'à début 2021. Nous verrons plus en détail le contrat d'apprentissage, qu'est-ce qui a changé, et comment est-ce que nous pouvons anticiper l'exploitation de ces nouveautés en tant qu'employeur. Ensuite, nous verrons la période Pro A, qui est l'une des nouveautés sans être une grande nouveauté, puisqu'elle remplace un dispositif qui existait déjà jusqu'alors, la période de professionnalisation. Nous verrons ensuite le contrat de professionnalisation, et ensuite, nous répondrons bien volontiers à vos questions. Mais si vous le voulez bien, afin de cadrer le sujet, je vous propose à présent de prendre connaissance de quelques chiffres afin de bien saisir le postulat de départ de cette réforme et les changements qui s'ensuivent et de bien saisir leur motivation. Alors, ce sont les derniers chiffres dont nous disposons. Sachez qu'en France, en juin 2017, nous avions 420 000 apprentis inscrits. Et que ces 420 000 apprentis, dans la tranche des 16-25 ans, représentaient en France seulement 7%. On peut dire seulement 7% car au niveau européen, j'ai simplement mis là en exergue la comparaison avec notre voisin allemand, ils sont à 15% d'apprentis. Ce chiffre est important parce que c'est seulement 7% de jeunes. Sur ces 7%, nous avons un excellent résultat d'insertion dans l'emploi, puisque 70%, autrement dit 7 apprentis sur 10, sont en poste dans les 7 mois qui suivent leur formation. C'est donc un excellent moyen d'insertion dans la vie active et qui pourtant est très peu utilisé. Et une donnée importante à connaître aussi, en France, un contrat sur 3, donc un tiers de nos contrats d'apprentissage, sont rompus avant leur terme. Ça, c'était la base de départ du travail gouvernemental pour essayer d'améliorer l'utilisation de l'alternance en France. C'est tout l'objectif de la réforme. Et dernier chiffre que je tenais à partager avec vous, sur les dernières études ministérielles, il faut savoir quand même qu'en 2016, notre système français de formation et d'apprentissage représentait l'équivalent d'1,2% du PIB de la France, ce qui n'est pas négligeable. Cela fait quand même 26 milliards d'euros que nous avons dépensés pour la formation et l'apprentissage. Or, un contrat sur 3 est rompu avant son terme et seulement 7% des jeunes entre 16 et 25 ans utilisent le contrat d'apprentissage. Ce qui a amené à une réforme en profondeur sur l'organisation de la gestion de ces contrats en France. Premièrement, dans le cadre de cette réforme, il faut bien saisir qu'il y a un transfert de la gestion des contrats vers les OPCO. Pour rappel sur la réforme, les OPCA deviennent des OPCO, opérateurs de compétences, et dans ce cadre, ils vont être amenés à gérer les fonds liés à l'alternance. Quand on parle de transfert de la gestion, il faut bien voir, et c'est le petit titre que vous voyez en dessous sur le support, il y a une prise en main du dispositif par les branches professionnelles. Pourquoi peut-on dire cela? Parce que jusqu'à présent, comme vous le savez, les contrats d'apprentissage étaient gérés par les chambres consulaires, autrement dit, chambre de commerce et d'industrie et chambre des métiers et de l'artisanat. Dans le nouveau dispositif,
Ce seront désormais les OPCO, gérés par les branches professionnelles, qui assureront cette gestion. Et pour vous donner un titre d'exemple, aujourd'hui, nous développerons après, les contrats d'apprentissage sont financés par les régions sur la base d'un forfait qui est versé au CFA. Dans la nouvelle réforme, les contrats d'apprentissage feront l'objet d'un financement qui va être géré au co-contrat, on développera ensuite, par les branches professionnelles. C'est une toute autre affaire. Et enfin, n'oublions pas qu'il y a également France Compétences qui a été créée par la réforme. Alors, France Compétences, qu'est-ce que c'est? France Compétences, c'est, on va dire, le grand arbitre de la gestion de la formation en France et qui va notamment produire des recommandations sur le financement, notamment en ce qui concerne la fixation des niveaux des co-contrats dans l'hypothèse où les branches ne le font pas. C'est donc un organisme très important qui est nouveau, qui est la fusion de différents organismes que nous connaissions en France, qui sont le FPSPP, le CNEFOP et la COPANEF, qui se retrouvent aujourd'hui réunis au sein de France Compétences. Alors, beaucoup m'ont parlé aussi, quand je travaille sur ce sujet avec des entreprises, des organismes de formation, de cette nouvelle taxe d'apprentissage. En réalité, soyons clairs, il n'y a pas réellement de nouvelle taxe dans le sens d'une variation de sous montant. Non. Ce qui se passe, c'est que oui, la contribution unique pour la formation reprend la contribution obligatoire pour la formation, qui était donc de 0,55% de la masse salariale ou de 1% de la masse salariale selon l'effectif de l'entreprise, plus la taxe d'apprentissage, qui n'a pas changé, qui est toujours à 0,68, sauf en Alsace-Lorraine où elle est un petit peu moindre. Ce qui change par contre, c'est que cette nouvelle taxe, demain, et demain est un calendrier précis, c'est au 1er janvier 2021, cette nouvelle taxe unique pour la formation va être collectée par l'URSSAF, qui en assurera une collecte normalement mensuelle. Là aussi, c'est un changement par rapport au système que nous connaissons tous jusqu'à présent, qui était une collecte annuelle avant mars. Maintenant, ce sera fait mensuellement comme les cotisations de charges sociales. Bon, maintenant, c'est en 2021, certes, mais c'est quand même une évolution. Et ces fonds seront donc redirigés vers les OPCO pour le financement des contrats d'apprentissage. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire quand nous connaissons tous ces éléments? Premièrement, se rapprocher de son OPCO. Et pourquoi se rapprocher de l'OPCO? Il y a un intérêt majeur, bien évidemment, c'est d'être rapidement au courant des différents niveaux de prise en charge qui ont été décidés par les branches. Ensuite, je vous conseille vivement, mesdames et messieurs qui êtes avec nous en ce moment, de suivre progressivement l'actualité de l'information et de l'URSSAF. On n'y est pas encore, mais il faudra quand même l'intégrer, parce qu'au niveau de la gestion financière, cela peut avoir une incidence relative de passer d'une collecte annuelle à une collecte mensuelle. Et enfin, étudiez rapidement les orientations de votre branche professionnelle, qui vont déterminer, comme nous allons le voir, la prise en charge des contrats d'apprentissage selon le coût contrat. Alors, faisons maintenant le focus sur le contrat d'apprentissage, mesdames et messieurs. C'est quand même l'un des principaux éléments de cette réforme. Sans plus tarder, qu'est-ce qui a changé? Premièrement, et ça n'est pas des moindres, c'était attendu par beaucoup d'acteurs au motif d'un renforcement du recours au contrat d'apprentissage, c'est l'assouplissement des modalités contractuelles. Par cet assouplissement, vous le voyez à l'écran, premièrement, nous pouvons faire un focus sur la rupture des contrats. Alors, les contrats vont être aujourd'hui plus faciles à rompre. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut dire que c'est important? Eh bien, parce que
l'une des plus grandes remarques était, nous avons peur de prendre les apprentis parce qu'on sait tous que quand vous arrivez, lorsque ça se passe mal, eh bien c'est difficile à rompre, il faut un accord, etc. entre les parties. Bon, les choses sont aujourd'hui plus simples grâce à la réforme. Qu'est-ce que cette réforme implique? Premièrement, il va être possible pour l'apprenti de rompre son contrat même après la période d'essai dès 45 jours. Pour cela, par contre, grande nouveauté, je vous invite tous à bien en prendre vos notes parce que vous pouvez être confronté à cette situation. Un apprenti va pouvoir saisir un médiateur. Et si cette médiation ne donne pas satisfaction, il pourra rompre son contrat, mais ce ne sera pas un licenciement. Je répète bien pour tout le monde, ce ne sera pas un licenciement, ce sera la rupture d'un contrat et qui sera reconnu comme étant une démission. Alors, il y a des délais pour cela. Déjà, il faudra attendre 5 jours minimum après la saisie de la médiation. Et si celle-ci échoue, il faudra attendre 7 jours après l'information de l'employeur pour que le jeune puisse partir. Bon, au moins c'est clair, on sait que c'est possible. Je vous inviterai tous à revenir sur ces délais plus tard, mais il faudra les suivre. Ensuite, il va aussi être possible, toujours, de faire une rupture du contrat d'un commun accord. Ça n'a pas changé. On pourra toujours faire un licenciement pour faute, pour inaptitude, éventuellement en cas de décès du tuteur et en cas de force majeure. Voilà ce que vous pouvez retenir de cette nouveauté quant à la possibilité de la rupture des contrats. Alors, au niveau de l'extension des limites d'âge, là aussi c'était un sujet très attendu. Les limites d'âge sont portées de 16 à 25 ans, ce qui était le système actuel, à 16 à 29 ans. Voilà une évolution là aussi forte, puisque l'apprentissage est de plus en plus utilisé dans les formations de type Master 2, Master 1, et ça permettra d'embaucher des profils qui ont un parcours d'études un petit peu plus long que le parcours standard où on sort de l'école globalement à 24-25 ans. On sera largement au-delà maintenant. Et enfin, les durées minimales des contrats sont aussi réduites, puisqu'à présent, vous allez pouvoir conclure des contrats pour 6 mois, et pas simplement pour la durée minimale de 1 an, telle qu'elle était jusqu'à présent. Il y a d'autres points que nous aurions pu voir. Maintenant, je vous ai extrait là les points principaux qui sont censés simplifier le recours au contrat d'apprentissage. Alors, la rupture simplifiée par l'apprenti, nous en avons parlé tout à l'heure. Maintenant, un autre point clé dans la simplification, et là on prend un peu plus de hauteur dans la stratégie de gestion de l'alternance en France, il va devenir beaucoup plus facile de créer un CFA. Alors on pourrait dire, mais pourquoi est-ce qu'on va créer un CFA, etc. De nouvelles possibilités. Quel intérêt? Le premier intérêt, nous le développerons un tout petit peu après, bien entendu, c'est d'avoir des formations sur mesure qui soient possibles. On n'a pas toujours aujourd'hui, dans certains secteurs d'activité, les formations que l'on souhaite. Demain, moyennant quelques contraintes que l'on va voir, il va être possible de les obtenir. Il faut vraiment en tenir compte. Alors, que faire? Premièrement, vous pouvez étudier sous ces nouveaux angles, donc des ruptures plus souples de part et d'autre, des recrutements plus souples par l'abaissement de la durée contractuelle obligatoire, des recrutements plus souples par l'élargissement de la limite d'âge vers le haut. Tout ça sont des éléments qui peuvent créer de réelles opportunités pour beaucoup d'employeurs en France de recruter des apprentis. Deuxième point important, vous pouvez évaluer la pertinence de créer votre CFA. Et pourquoi pas? Pourquoi ne pas créer une formation sur mesure adaptée à vos besoins, plutôt que d'essayer de trouver une formation qui corresponde à 70-60% à vos besoins? Pourquoi pas? Il y a des modalités, bien sûr, pour développer un CFA, mais ça n'est plus aussi complexe qu'autrefois. Et je vous invite vivement à consulter
ces modalités qui sont disponibles sur les différents sites du ministère pour identifier si cela est possible pour vous dans les mois ou les années à venir. Mais pour moi, c'est une stratégie à intégrer dans le développement de ces compétences. Et enfin, former et sensibiliser vos utilisateurs internes à l'apprentissage. Aujourd'hui, il va vous être possible de dire que les apprentis, eh bien, on peut les prendre avec beaucoup moins de risques. Allez-y, formez-les, sensibilisez vos managers en disant « c'est possible ». On n'est plus dans le système, on avait les points liés comme ça en se disant, une fois la période d'essai, si ça ne va pas, on ne pourra plus. C'est possible, on y va. Alors, maintenant parlons du sujet du financement au coût contrat, parce que c'est quand même l'un des points que beaucoup de gens attendent de voir éclairci. Alors qu'est-ce qui se passe? Je l'ai dit tout à l'heure, premièrement, il va y avoir une fin de la prise en charge forfaitaire des contrats. Je le détaille un tout petit peu plus. Jusqu'à présent, les contrats étaient, je le répète, les contrats d'apprentissage pris en charge par les régions avec des subventions forfaitaires qui étaient versées au CFA. Dans la réforme portée par la loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel, le financement des contrats va se faire contrat par contrat, en fonction du nombre d'apprentis qu'il y a dans le CFA et des choix de la branche. Autrement dit, un contrat égale un financement. Ça n'est plus un forfait, peu important le nombre de contrats que l'on met. Donc ça, c'est une grande différence. Alors, elle n'est pas tout à fait visible pour les entreprises dans un premier temps. Elle va par contre être très importante dans le choix des CFA et des formations avec lesquelles vous allez collaborer. Alors, le rôle des régions dans le financement, est-ce qu'on peut dire qu'il a totalement disparu? Non, il se retrouve très amoindri, mais les régions, dans le cadre de la garantie de la péréquation nationale sur la prise en charge des contrats, autrement dit, une garantie voulue par le gouvernement pour que tous les contrats puissent être pris en charge à peu près de manière égale, c'est d'ailleurs l'un des rôles de France Compétences, amener vers une convergence des prises en charge que les branches décideront. Les régions conservent un budget qu'elles peuvent allouer à un CFA pour majorer le taux de prise en charge. Un exemple très concret, une formation qui serait décidée en termes de prise en charge comme valant 5 000 € par une branche, une région pourrait dire « eh bien moi je mets 1 000 € de plus pour la prise en charge de ce contrat ». Évidemment, vous voyez bien que tout l'objectif de cette mesure est de faire en sorte que l'argent de la formation, si je puis m'exprimer ainsi, aille réellement vers les formations utiles pour les entreprises. Et non plus de manière généralisée, je le mets entre guillemets, sans avoir un fléchage efficace de ces fonds de la formation. Il faut en outre savoir que les fonds de la formation, je le répète encore une fois, seront collectés par l'URSSAF à partir de 2021. Alors, question que beaucoup de gens m'ont posée durant ces formations et ces interventions sur le sujet, mais si la réforme est actuelle, comment faisons-nous pour gérer nos contrats d'ici à la fin de l'année? Eh bien, c'est très simple. D'ici à la fin de l'année, c'est une période transitoire. Vous continuez à faire l'enregistrement de vos contrats auprès des chambres consulaires. Je répète, CCI et Chambre des métiers et de l'artisanat. À partir de 2020, vous enregistrerez les contrats, d'après le calendrier de la réforme, auprès de vos OPCO, qui en assureront la prise en charge. Je répète encore, prise en charge selon les critères définis par vos branches. Et enfin, autre question que l'on me pose, mais pourra-t-on, si la prise en charge du contrat n'est pas suffisante, nous, en tant qu'employeurs, y contribuer pour prendre en charge la formation? La réponse est oui. Vous pourrez le faire, mais ça restera à déterminer. Pour l'instant, ça n'est pas encore très clair. Mais l'idée est que ça devrait être possible. Voilà. Voilà pour le financement au coût contrat. Alors, que doit-on faire par rapport à ça? Allez rapidement voir vos branches pour voir qu'est-ce qui a été retenu en termes de financement des coûts contrats. Mais soyons clairs, aux dernières nouvelles disponibles,
les branches avaient un timing très serré pour déterminer le financement au contrat, et très peu d'entre elles ont réellement pu déterminer celui-ci. La loi avait prévu par contre que si les branches ne le déterminaient pas, eh bien France Compétences émettrait des recommandations. Alors là, nous sommes quand même au mois de mai. On va regarder ça avec prudence parce que ces montants peuvent évoluer. C'est aussi prévu par la loi. Et évidemment, autre point clé, anticiper la sélection de vos CFA et de vos formations. Il faut donc regarder si les formations que vous prenez aujourd'hui en apprentissage continueront demain, selon les CFA avec lesquels vous travaillez, à être prises en charge à un niveau suffisant pour faciliter la création de ces contrats. Même si, et c'est le dernier point que je vais citer sur le financement au coût contrat, la loi et le gouvernement s'est engagé à ce que tous les contrats d'apprentissage en France soient financés. Autrement dit, à travers ce système, France Compétences pourra allouer un financement à la prise en charge d'un contrat si un OPCO se trouvait, entre guillemets, à court de budget, ce qui est possible, ce qui peut arriver. Si tel est le cas, France Compétences pourra prendre en charge le financement des contrats. La garantie étant que un jeune en France ne doit plus être bloqué par la difficulté à faire prendre en charge le financement de son contrat d'apprentissage. Il trouve une entreprise A qui veut bien le prendre, son OPCO trouvera le financement, soit sur les fonds dont il dispose, soit par France Compétences, mais le jeune sera pris en charge. Bien, parlons maintenant de la période Pro A. Là aussi, une nouveauté, et période Pro A qui vient remplacer la période de professionnalisation. Alors, la période Pro A, elle est réservée aux salariés en CDI. Et comme je le mets là sur le troisième petit point, il faut bien saisir que la période Pro a vocation à favoriser la reconversion ou la promotion des adultes en difficulté ou en phase d'évolution professionnelle. Et bien entendu, cette période Pro A doit faire l'objet d'un avenant au contrat. Je répète bien, il est nécessaire de faire un avenant au contrat. On ne peut pas l'imposer. Elle doit être validée avec le salarié qui accepte ou pas de faire sa période Pro A. Alors, la période Pro A, qu'est-ce qu'il en est et que peut-on dire sur celle-ci? La période Pro A est principalement destinée à la formation des salariés en CDI sur la base des formations qui sont au RNCP ou au CQP, et bien entendu, cela veut dire que c'est principalement une vocation liée aux certifications et qualifications professionnelles. Alors, contractuellement, je l'ai dit, il vous faudra passer par un avenant. Soyons clairs, la période Pro A est une grande nouveauté. Je vous invite à vous retourner vers vos OPCO de manière à déterminer quelles sont les modalités dans votre branche, les facilités contractuelles qu'il peut y avoir pour vous accompagner dans la conclusion de vos premières Pro A. C'est un système tout nouveau. Alors, par rapport à la Pro A, qu'est-ce qui peut être intéressant de déterminer? Premièrement, je ne peux que vous recommander d'étudier l'adéquation du dispositif avec votre population. Est-ce que vous avez des salariés qui souhaiteraient suivre une période d'alternance de manière à acquérir de nouvelles compétences? Parce que soyons clairs, la Pro A, c'est une forme d'alternance. Autrement dit, vos salariés vont alterner présence en entreprise comme ils le font peut-être depuis 5, 10, 15 ans, et retour dans le cadre d'une formation. C'est bien une alternance entre les deux. Donc à déterminer si ce rythme, qui est quand même particulier une fois qu'on a déjà engagé une longue carrière professionnelle, est compatible avec leurs capacités. Ensuite, et ça, ce n'est pas un point à négliger, vous pouvez tout à fait considérer l'intégration de ce dispositif comme un dispositif de vivier et de gestion de carrière. Par exemple, déterminer
que ben voilà, j'ai trouvé des profils intéressants. Il manque un peu de compétences, de qualifications, mais j'ai du mal à trouver des profils motivés. Je les engage, mais j'intègre dans leur contrat de travail une période de professionnalisation. Parce que j'ai parlé pour l'instant des périodes de professionnalisation en cours de carrière, reconversion, mais ça peut être différent aussi. Donc, travaillons sur ces sujets, développons-les dans nos entreprises, c'est tout à fait possible. À intégrer pour le futur. Alors, le contrat de professionnalisation. Qu'est-ce qui a changé sur ce contrat? Vous pourrez le voir dans beaucoup d'écrits, on dit que c'est un contrat qui a connu beaucoup d'évolutions, pas beaucoup d'évolutions. Non. Ce contrat, en réalité, dans la réforme, ne connaît pas autant d'évolutions que ça. Il y a par contre une période très intéressante qui s'ouvre devant nous en termes d'expérimentation quant aux formations auxquelles ce contrat est éligible. Revenons un petit peu dessus quand même. Le contrat de professionnalisation, il est ouvert pour les jeunes de 16 à 25 ans, aux demandeurs d'emploi de 26 ans et plus, et aux bénéficiaires des minima sociaux. Je rappelle quand même que le contrat de professionnalisation est possible tant sous le format d'un CDD que sous le format d'un CDI. Simplement, dans le cadre d'un CDI, le contrat de professionnalisation est au début de celui-ci, mais ça reste tout à fait possible. Ok? Alors ensuite, le contrat pro, qu'est-ce qui change? Le contrat pro voit sa durée qui peut être allongée. Désormais, il serait possible de faire un contrat, je dis il serait parce que je n'ai pas encore vu les premiers cas, comme vous tous, nous sommes au début d'application de la réforme, il serait possible d'étendre la durée du contrat à 36 mois maximum. Donc ça, c'est une première chose. Un deuxième point qui est important, et c'est là qui peut avoir un intérêt pour beaucoup d'entre nous, c'est la possibilité de créer un parcours de formation sur mesure. Alors, dans le cadre de ce parcours, qu'est-ce qui est possible de faire? La loi nous dit aujourd'hui que, et c'était le souhait d'un certain nombre d'employeurs, que pouvons-nous... Vous parlez désactiver. Excusez-nous pour ce petit intermède technique pour garantir la bonne retranscription de notre webinaire. Que peut-il se passer? La possibilité de créer un parcours de formation sur mesure, c'est quoi? C'est de dire que vous allez mettre en place un contrat de professionnalisation sans que celui-ci ne vise à l'obtention d'une qualification professionnelle, inscrite au RNCP par exemple. Ça veut dire que vous pourriez, demain, et ce pour une période de 3 ans à compter du début de la réforme, concevoir un parcours de formation totalement sur mesure. Par exemple, je pourrais décider que demain, je crée un parcours qui comprenne du digital, qui comprenne, je prends un exemple pour un poste administratif, la bureautique classique et de l'anglais. Je vais assez loin dans l'imagination, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Cette réforme, elle a aussi pour objectif, et ça qu'il faut saisir, d'ouvrir le champ des possibles quant au développement des formations. L'objectif étant que de plus en plus en France, quand on a une formation, celle-ci corresponde le plus possible à un besoin réel d'une entreprise qui est là. Aujourd'hui, on a parfois une vision comme ça ou une vision comme ça. L'idée, c'est qu'elle soit exactement au même niveau, qu'on ait l'information adéquate aux besoins que l'on recherche. Ça, ce sont des grandes possibilités que nous ouvre demain ce champ d'expérimentation pour les 3 ans qui viennent. Alors oui, que faire? Eh bien, on peut envisager l'ingénierie pédagogique d'un parcours de formation sur mesure. Ça, c'est pour moi l'un des points que beaucoup d'entre nous pourront développer dans le cadre de leur politique de formation. Et définir la cible de ce dispositif dans sa politique de formation et de vivier. Eh bien oui, qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'envisager l'alternance, non pas simplement comme une formation
pour des jeunes en fin de carrière, enfin en fin de carrière scolaire, pardon, excusez-moi pour le terme, et surtout en début de carrière. Et pourquoi pas faire un contrat de professionnalisation aussi dans d'autres contextes, de créer des parcours sur mesure. Allons-y, faisons-le. Alors, par rapport à cela, j'ai envie de voir avec vous les points clés à retenir sur le contenu de ce webinaire. Nous avons fait des focus intéressants et il me semble important de vous partager avec vous une petite synthèse de ce qui peut être le plus pertinent à retenir. On va redétailler 2-3 petits points ensuite et répondre à vos questions bien évidemment. Alors, premier point à retenir, nous avons aujourd'hui une nouvelle organisation qui se dessine. J'ai mis nouvelle organisation à partir de 2020 parce que vous l'avez compris durant le webinaire, les plus gros changements vont avoir lieu à partir de 2020 pour aller jusqu'en 2021. Je répète l'essentiel de cette nouvelle organisation. Un transfert de la gestion de l'apprentissage des régions vers les branches professionnelles, notamment par la conclusion à partir de 2020 des contrats auprès des OPCO et non plus des chambres consulaires aujourd'hui. Il y a également un transfert du financement qui aujourd'hui va passer progressivement des régions qui finançaient les CFA par un financement au coût contrat par les OPCO. Et à partir de 2021, il y a bien le déplacement de la collecte de la taxe d'apprentissage vers l'URSSAF, et de manière mensuelle d'après le calendrier légal prévu, et non plus de manière annuelle tel que c'est le cas aujourd'hui. Et l'apparition de France Compétences qui va prendre les grands arbitrages, notamment sur les coûts contrats. Je répète aujourd'hui que nous sommes au mois de mai 2019, peu de branches ont encore déterminé les taux de prise en charge des contrats d'apprentissage. Et dans ce cadre-là, c'est France Compétences qui prendra les arbitrages. C'est prévu. Et bon, laissons, comme le disait un personnage célèbre, donnons du temps au temps, mais nous soyons quand même attentifs à cette évolution, notamment pour les campagnes de recrutement d'apprentis que chacun d'entre nous est en train de mener par rapport à la rentrée prochaine et envisageons aussi la rentrée suivante. Deuxième point à retenir, l'apprentissage devient plus souple dans sa forme, tant pour sa conclusion en matière d'extension des limites d'âge, en matière de durée minimale de contrat, que pour la gestion de sa rupture, le point qui faisait le plus peur aux employeurs pendant un moment. J'en profite pour rappeler que il va également être possible dans certains secteurs, dont le BTP, d'augmenter la durée de travail des apprentis mineurs. Là aussi, c'était un des grands points de discussion dans certaines professions en disant « Nous, on est prêt à prendre des apprentis, mais la législation est telle qu'au final, on ne peut pas leur faire grand-chose. Et donc, c'est moins intéressant pour nous. » On peut voir dans cette réforme aussi une volonté d'écoute du gouvernement et du législateur pour dire « Bon, on va tenir compte des demandes des employeurs et assouplir un petit peu toutes ces règles qui pouvaient freiner le recours à l'apprentissage. » Alors, la possibilité de créer son CFA, troisième point à retenir, et pourquoi pas? Autrement dit, vous pourriez demain, vous, entreprise, organisme de formation, créer votre CFA de manière à proposer des formations totalement adaptées aux besoins de votre branche professionnelle. Ça devient possible. C'est même à considérer, je pense, j'en suis convaincu, et je ne suis pas le seul, à intégrer dans sa stratégie de développement des compétences à long terme. Un domaine dans lequel on pourrait par exemple avoir un grand intérêt à créer des CFA, c'est dans les métiers du digital. Certains métiers aujourd'hui viennent d'apparaître, il n'y a pas encore de formation dans l'offre qui existe notamment par les universités, les grandes écoles, etc. pour certains besoins. Pourquoi pas le faire? Allons-y. Alors, financement et prix différents sur l'apprentissage, j'en ai parlé avant, évidemment, ici il s'agit bien de veiller à la prise en charge de vos contrats. Quelle sera celle-ci? Regardez bien, peut-être qu'aujourd'hui vous faites appel aux formations A, B, C et D. Regardez demain si ces formations seront toujours prises en charge. Et cela dépendra de votre branche. Alors,
Possibilité de former des salariés en CDI par la période Pro A. Oui, elle remplace la période de professionnalisation. C'est tout à fait intéressant à suivre et je vous invite vivement à développer cette réflexion en vous posant la question, est-ce que c'est pertinent par rapport à ma population? Alors, dans les contrats de professionnalisation, retenons la possibilité pour les 3 années à venir de créer à nouveau un parcours de formation sur mesure pour les contrats de professionnalisation. Et enfin, point 7, exploitons tous ces points dans notre politique RH. C'est quand même l'objectif principal, c'est d'exploiter tout cela, notamment par la souplesse qui nous est proposée. Nous avons là beaucoup plus de champs des possibles pour recourir à l'alternance. Bien, nous avons balayé en grande partie notre sujet, mais il nous reste bien sûr l'une des parties essentielles qui est la réponse à vos questions. Et la première question. On a des questions sur la médiation. La médiation est-elle obligatoire et automatique dès qu'ils demandent de rupture au niveau de jeunes apprentis et au niveau de l'employeur? Alors, première question que nous allons traiter, est-il obligatoire d'avoir recours à la médiation dans le cadre de la réforme sur le contrat d'apprentissage si il y a demande de rupture du jeune? La réponse est oui, dès lors que ce jeune aura dépassé la période de 45 jours de présence de notre entreprise. La loi est très claire là-dessus, on ne peut pas avoir de rupture du contrat sans cette phase de médiation. Je répète à nouveau que si cette médiation n'aboutit pas, ce sera considéré comme une démission. Et rien ne nous empêche de nous mettre d'accord avec notre jeune apprenti, bien évidemment. C'est bien le but de la médiation. Comment identifier le médiateur? Alors, comment identifier le médiateur? Ça, c'est une question très pratique et d'après toutes les informations dont nous disposons aujourd'hui, c'est l'OPCO qui va être capable de déterminer le médiateur auquel vous pourrez vous adresser. On est bien d'accord, il ne s'agit pas d'un médiateur que le jeune ou l'entreprise choisira au hasard. Il y a bien une liste qui va être développée, dont nous n'avons pas aujourd'hui la teneur, soyons clairs. Moi, je n'ai pas vu cette liste, je l'ai regardée bien évidemment comme tous ceux qui me posent cette question, mais je ne l'ai pas pour l'instant. C'est quand même tout nouveau, mais on devrait avoir cette liste. Voilà. Donc suivez cela et contactez votre OPCO pour avoir cette liste. Peut-être que la CCI, dans quelques temps, l'aura, puisqu'elle reste gestionnaire des contrats jusqu'au 31 décembre, mais moi, je ne l'ai pas encore sous la main pour l'instant. Voilà. Alors, il y a pas mal de questions sur les CFA. Y a-t-il un intérêt financier à ouvrir un CFA interne? Alors, grande question, y a-t-il un intérêt financier à ouvrir un CFA en interne? Parce que l'intérêt pédagogique, oui, avoir son parcours sur mesure, c'est vrai. Maintenant, l'intérêt financier. L'intérêt financier pour vous serait le suivant, cette parole n'engagera que moi, bien évidemment, ce serait de réussir à faire financer une formation que personne ne vous propose. Je prends un exemple tout simple. Je reprends mon exemple tout à l'heure, je veux former au digital, à la bureautique en même temps et à l'anglais. Admettons que personne ne nous propose cette formation. Je pourrais demain envoyer mon salarié, mon jeune, le prendre sur une formation qui serait la bureautique ou le digital et payer, entre guillemets, moi-même la formation à l'anglais et la formation à la bureautique. Et pourquoi pas demain réussir à regrouper tout ça dans une formation dont le coût pédagogique ne serait plus financé par moi, mais serait financé par l'OPCO et voire France Compétences si ma formation était reconnue, entre guillemets, utile et intéressante pour la branche. Et pourquoi pas? Lorsqu'on ne dépend pas d'une branche, qui détermine le montant de prise en charge? Alors, quand vous ne dépendez pas d'une branche professionnelle, pour le montant de la prise en charge, c'est France Compétences qui va jouer ce rôle d'arbitre. La réponse est très simple, c'est d'ailleurs un peu pour ça que le gouvernement l'a créé. Dans l'hypothèse où les partenaires sociaux dans les branches n'arriveraient pas à trouver un accord, c'est l'une des missions de France Compétences de déterminer le taux de prise en charge. Sachant que France Compétences a l'obligation de veiller à la convergence des taux de prise en charge au niveau national. Autrement dit, qu'un diplôme de niveau équivalent ne soit pas pris en charge différemment, par exemple dans le nord de la France, que dans le sud, ou dans l'ouest ou dans l'est. Voilà. Alors...
sur la PROA. Ah, question sur la PROA. Quel niveau de diplôme est concerné par les prises en charge PROA? Alors, le niveau de diplôme concerné par les prises en charge PROA, ça concerne tous les diplômes qui sont au niveau des RNCP et au niveau des CQP. C'est ça qui va globalement reprendre sur la PROA. Et à ce stade, donc, ce sont des diplômes qui sont généralement en dessous du niveau bac ou un tout petit peu au-dessus du niveau bac. Je préfère répondre de manière très concrète, c'est la question qu'on se pose la plupart du temps. C'est en dessous bac ou au-dessus du bac? C'est globalement en dessous du niveau bac ou un tout petit peu au-dessus. Voilà. PROA. Pendant la PROA, devons-nous changer la fonction du salarié en cohérence avec sa formation? Et à la suite de la PROA, devons-nous nous engager dans l'avenant à faire évoluer le salarié sur une autre fonction? Alors, question très technique. Doit-on, dans le cadre de la PROA, admettons qu'on prenne un salarié A et qu'on lui fasse une période PROA, doit-on changer l'intitulé de son poste durant cette période? Ça, c'est la première partie de la question. Pour répondre à cette première partie, la réponse est non. Aujourd'hui, on n'a pas d'obligation de faire évoluer le poste parce que la personne suit la formation. La suite de la question était très intéressante. À l'issue de cette formation, doit-on pour autant convenir dans l'avenant qui est fait au contrat que le salarié va connaître une évolution ou pas? Alors là, pour le coup, si le salarié accepte cet avenant, c'est bel et bien en vue d'une évolution professionnelle. Donc là, la réponse est oui. Donc pas pendant la formation en elle-même, puisqu'on n'a pas la garantie que le salarié obtienne sa formation. Soyons clairs, la période PROA, le salarié accepte de partir en formation, on n'a pas du tout de garantie qu'il ait le niveau à l'issue de celle-ci pour valider la formation, par exemple la certification qu'il vise. Donc attendons la fin de celle-ci, mais là oui, par contre, il y a une évolution. C'est vrai. On ne peut pas utiliser la PROA simplement pour former, sans avoir un objectif de reconversion ou d'évolution par la suite. C'est vrai. Alors, pourriez-vous nous citer les différents types de rupture d'un contrat d'apprentissage et de professionnalisation? Alors, le contrat d'apprentissage, comment peut-on le rompre? La première étape pour la rupture d'un contrat d'apprentissage, c'est la rupture d'un commun accord. Vous pouvez tout à fait le faire, c'est toujours en vigueur. Excusez-moi, mais cette rupture doit se faire donc par écrit et elle doit être notifiée au directeur du CFA ou au responsable d'établissement et bien entendu à l'organisme qui aura enregistré le contrat et qui lui va transmettre cette information à la directe aussi. Alors ensuite, on peut rompre le contrat en cas de force majeure. Force majeure, c'est donc un incendie qui met fin à l'entrepôt dans lequel travaillait le jeune, ou tous les cas prévus par la loi. Je ne vais pas faire toute la liste là, mais la force majeure, on s'en rappellera, c'est un fait qui est inattendu, qui n'était pas prévisible, qui ne dépend pas de l'employeur ni du salarié. Enfin, autre mode de rupture, bien évidemment, cette fameuse démission du jeune qui va pouvoir mettre en place ce procédé, moyennant la fameuse médiation, à laquelle nous avons répondu tout à l'heure dans la question préalable. Enfin, il reste aussi une possibilité, bien évidemment, c'est le licenciement. En cas de faute grave, ça c'est toujours possible, bien entendu, et bon, on espère que ça n'arrive pas souvent, mais c'est toujours possible. Et grande nouveauté par contre, dans le cadre de ce licenciement, on est bien d'accord qu'il n'est pas nécessaire, comme autrefois, d'aller le faire valider au Conseil de prud'homme. Ça, c'est une nouveauté aussi, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé depuis tout à l'heure, mais quand même, on n'est plus obligé de faire valider ça par le Conseil de prud'homme. Et voilà pour ce qui concerne le contrat d'apprentissage. Évidemment, il reste toujours la possibilité, en cas de liquidation, de mettre fin au contrat. J'espère avoir répondu là à votre question sur ce contrat. Alors, le contrat de professionnalisation. Là, ici, la rupture. Alors, qu'est-ce qui peut se produire? Ici, mais quand même, vous pouvez évidemment rompre le contrat d'un commun accord.
Ça reste toujours possible, il n'y a aucun souci, et je pense que c'est quand même la mesure la plus appropriée. Ensuite, vous pouvez toujours rompre le contrat en cas de faute grave. Vous pouvez également rompre le contrat s'il y a une embauche sous CDI. Là, globalement, c'est plutôt celui qui bénéficiait du contrat de professionnalisation qui va demander sa rupture. Et il y a toujours la rupture en cas de force majeure. Bien évidemment, là, je parlais de l'hypothèse où le contrat de professionnalisation s'est fait dans le cadre d'un CDD. Dans le cadre d'un CDI, donc avec une période de formation au début du CDI, toutes les règles applicables à un contrat à durée indéterminée en matière de rupture s'appliquent, dont la rupture conventionnelle, évidemment, qui, en cas de CDD, ne s'appliquera pas. On est bien d'accord. Voilà, j'espère avoir répondu à cette question, qui, je sais, est quand même l'une des plus importantes pour les employeurs. Comment rompre un contrat et quel est le niveau de risque? Alors, je suis allé un peu vite dessus, parce que ça paraît tellement naturel que ça me paraît évident, mais je vais quand même revenir dessus. Chacun de ces contrats a une période d'essai. Il est évident que durant cette période d'essai, chacune des deux parties peut quand même rompre le contrat. C'est bien pour ça que on recommande toujours d'optimiser la gestion de la période d'essai, qui ne doit pas simplement être un moment durant lequel on regarde que l'apprenti est à l'heure, etc. Il faut vraiment valider l'adéquation de ce dernier avec l'équipe, l'esprit de l'entreprise et sa motivation pour effectuer les tâches que l'on va lui confier, bien entendu. Alors, la question suivante. Alors, on reste sur contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage. Y a-t-il harmonisation des rémunérations entre contrat de professionnalisation et contrat d'apprentissage? Alors, il n'y a pas réellement d'harmonisation. Ça n'est pas vrai. La rémunération entre un contrat pro et un contrat d'apprentissage n'est pas harmonisée. Ce qui est nouveau, par contre, alors ça paraît anodin, mais il faut quand même le savoir, les contrats d'apprentissage voient leur niveau de rémunération augmenter d'environ 30 € par contrat. Je vais d'ailleurs pouvoir vous donner rapidement un aperçu des niveaux de rémunération. Puisqu'autrefois, je prends l'exemple de l'apprenti de moins de 18 ans qui était en première année de contrat d'apprentissage, on le rémunérait à hauteur de 25% du SMIC. Aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2019, on le rémunère à 27% du SMIC. Pour un apprenti de 18 ans à 20 ans, en première année, c'est 43%. Avant, c'était 41%. Et pour un apprenti de 21 ans à 25 ans, on est à 53%, ce qui était toujours le cas préalablement. Pour les apprentis de 26 ans et plus, on se retrouve à 100%, c'était bien entendu pour la première année. En gros, pour faire une synthèse, un apprenti avec un contrat conclu depuis le 1er janvier 2019 peut vous coûter entre 27% du SMIC et 100% du SMIC. Maintenant, je vais vous donner les éléments pour le contrat de professionnalisation, puisque quand même, il est aussi important de le savoir. Dans le contrat pro, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple. Et bien entendu, ici, le niveau de diplôme, par contre, a toujours un rôle important. C'était déjà le cas avant la réforme. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tout n'a pas été modifié par la réforme. Alors, pour un titre ou diplôme non professionnel de niveau 4 ou un diplôme inférieur au bac, je répète, diplôme niveau 4 ou inférieur au bac, pour un jeune en contrat de professionnalisation de moins de 21 ans, il doit percevoir au moins 55% du SMIC. S'il a moins de 21 ans, mais, je dis bien mais, que le titre ou le diplôme qu'il présente est supérieur au bac, il doit toucher au moins 65% du SMIC. Alors, pour faire un état des lieux, ces données, vous les trouverez sur les bases de données publiques. Vous voyez bien qu'il n'y a pas d'harmonisation, puisque un contrat d'apprentissage, on commence à 27% du SMIC. Ici, on est d'emblée à 55% du SMIC. Et on va jusqu'au SMIC
ou au minimum 85% du salaire conventionnel s'il est plus favorable. Encore une fois, on voit bien les deux euh, systèmes qui ne sont pas du tout les mêmes, l'un étant calé sur le nombre d'années de formation, celui-ci sur l'âge et sur le niveau de diplôme. Voilà. J'espère avoir répondu correctement à cette question, mais qui, il est vrai, nous permet aussi de tracer une différence entre apprentissage et professionnalisation. Question suivante. Je pense qu'on passe à la dernière question. Pour les minima sociaux dont vous avez parlé, pas de limite d'âge? Alors, pour les minima sociaux, effectivement là, les allocataires des minima sociaux, les travailleurs handicapés, il n'y a pas de limite d'âge, je le confirme. C'est effectivement l'une des volontés de la loi, de la réforme. Il faut bien saisir que l'objectif de tout ce changement, que certains ont appelé une vraie révolution, puisque là, nous faisons un focus sur l'alternance, mais ça change évidemment, cette loi change beaucoup de choses, pas simplement dans l'alternance, mais aussi au niveau des dispositifs de formation classique, le CPF, le plan de formation qui devient le plan de développement des compétences. Tout l'objectif est de rediriger les moyens de formation en France, les fonds de la formation, vers les publics prioritaires. Ceux qui bénéficient des minima sociaux sont un public prioritaire, ils sont donc totalement éligibles à cette formation. Alors, on a encore le temps pour une question. Alors, on a encore le temps pour une question, bien sûr, il n'y a aucun problème. On peut encore en prendre une. Pouvez-vous rappeler la future répartition de la taxe d'apprentissage quota hors quota? Les entreprises auront-elles encore la possibilité de choisir les établissements auxquels elles souhaitent verser une partie de leur taxe? Alors, la contribution à la formation, qu'on appelle la contribution unique, effectivement, je reviens dessus. Vous avez la taxe d'apprentissage à 68%, ou moins si vous êtes dans la région de l'Alsace-Lorraine, et vous avez la contribution à la formation qui est de 0,55% ou 1%. Alors, la question était, est-ce qu'on pourra encore choisir à qui nous verserons la taxe d'apprentissage? Vous voyez bien que dans le système tel qu'il est prévu en 2021, vous comprenez le sens de ma réflexion, l'eau va encore couler sous les ponts d'ici là, et peut-être certains changements viendront. Vous voyez bien que cette collecte va se faire par l'URSSAF, de manière mensuelle. Je ne pense pas qu'il nous sera encore possible, comme on le faisait jusqu'à présent, de dire tiens, je donne à tel CFA, etc. Rien ne nous empêchera quand même, après ça n'engage que moi, je pense de pouvoir faire un versement, on va dire, libre auprès d'un des CFA. Ça restera, à mon avis, possible. Mais la contribution obligatoire sera collectée par l'URSSAF mensuellement. Je ne pense pas qu'on pourra demander à l'URSSAF de flécher plutôt par là, plutôt par là. D'autant que ce n'est pas vraiment l'esprit du dispositif qui est censé aller vers le respect quand même de la péréquation au niveau national que France Compétences garantit. Voilà, en tout cas, ça n'engage que moi. À l'heure actuelle, je le répète, nous sommes en mai 2019. Cette collecte va se faire en 2021. On va voir ce que cela va donner. On n'y est pas encore. Mais l'esprit est là en tout cas. Encore une question peut-être? Oui. Un contrat d'apprentissage de 2 ans signé en 2019 sera-t-il payant à partir de 2020? Alors, ça, sera-t-il payant à partir de 2020? Est-ce que on peut considérer que ce contrat n'est pas payant en 2019? J'avoue que je demande à la personne qui a posé la question juste de nous préciser sa demande, si possible. Parce que j'ai du mal à voir pourquoi votre contrat n'est pas payant en 2019. C'est juste ma question, qu'on précise bien que je puisse vous apporter la bonne réponse. En attendant, le fléchage auprès des écoles se fera peut-être par les branches à la demande des entreprises. Alors, d'accord, est-ce que le fléchage se ferait par la branche à la demande des entreprises? J'avoue très honnêtement, je ne veux pas vous faire une fausse réponse, je n'ai aucune vision sur ce point-là. Est-ce que il va y avoir ce fameux fléchage? Je préfère ne pas m'y engager. Je comprends votre démarche, et dans le fond du raisonnement, ça pourrait tout à fait être le cas. Mais du point de vue de la réforme, donc du cadre légal qui va
entourer les OPCO, les branches, les entreprises, je ne suis pas certain que cela soit à faire. Mais pourquoi pas? Je garde le champ des possibles ouvert, à voir selon la mise en œuvre. Alors, j'ai toujours pas de précision sur votre question, donc une autre. Pensez-vous que la rémunération des apprentis sera liée au contrat professionnel ou mieux payée que les contrats professionnels? Ah, grande question qui m'est posée. Est-ce que je pense que la rémunération des apprentis sera alignée sur celle des contrats pro, voire la dépasserait? Alors là-dessus, ça n'est pas l'esprit de la loi tel qu'il a été présenté, et je ne m'engagerai pas sur cette voie pour une raison simple. L'apprentissage est quand même le dispositif entre les deux qui est le plus utilisé. Vous voyez bien que dans l'esprit de la loi, qui est quand même de favoriser le recours à ces dispositifs, si on venait à augmenter le coût salarial pour l'entreprise d'un apprenti, je ne suis pas certain que ça puisse favoriser à long terme le recours à l'apprentissage. Je comprends tout l'intérêt pour le jeune, hein, ça n'est pas du tout le propos. Et attention, soyons clairs, il ne s'agit là que d'un minima. Toute entreprise peut tout à fait choisir de rémunérer plus un apprenti. Ça se fait déjà, d'ailleurs, dans certaines entreprises, on a une grille un petit peu plus élevée. Et pourquoi pas? Mais la convergence totale ne me paraît pas à l'ordre du jour, tout du moins dans les 3 années qui viennent, qui vont voir la mise en œuvre totale de la réforme. Alors, j'ai la précision pour... Ah, nous avons la précision pour la question, tout à l'heure. Je parlais du coût pédagogique de l'école, comme un contrat pro. Ah, le coût pédagogique de l'école. Donc en gros, est-ce qu'on peut reprendre juste le tout début de la question? Un contrat d'apprentissage de 2 ans signé en 2019 sera-t-il payant à partir de 2020? Alors là, la question, bien entendu, prend tout son sens et je peux vous répondre que, éventuellement, c'est un risque. Parce qu'effectivement, jusqu'à présent, les coûts pédagogiques ne vous coûtaient rien car ils étaient pris en charge. À partir de 2020, comme vous l'avez saisi tout à l'heure, il serait possible, je dis bien il serait possible, que, moyennant la politique retenue par la branche, ce contrat ne soit plus pris en charge au même montant qu'il l'est aujourd'hui. Pour autant, il y a la possibilité pour France Compétences de prévoir le financement de ces contrats. Et je dis bien, il me semble bien, parce que ça, comme le cas n'est pas encore arrivé, il faut voir comment ça va être mis, il me semble bien qu'il y a un fonds disponible ou une partie de fonds qui était prévue pour ce type de cas. Je dis bien, il me semble, mais il faudrait que le contrat ait été conclu en 2019 nécessairement. Donc, a priori, première étape de réponse, théoriquement, oui, ça pourrait vous coûter de l'argent à partir de 2020. En même temps, comme le contrat a été conclu en 2019, et dans l'esprit de ce que nous en savons, il y a bien cette possibilité de prise en charge par France Compétences. Comme ça n'est pas le cas, je ne sais pas encore s'il va y avoir des critères qui seront mis en œuvre. Est-ce que, par exemple, on vous dira, France Compétences va prendre en charge le contrat à hauteur de 30% de ce qui manque, de 50% ou de 100% de ce qui manque? La logique voudrait qu'on parte plutôt vers une prise en charge totale, puisque quand vous avez conclu votre contrat, vous ne saviez absolument pas qu'en 2020, eh bien, il allait peut-être vous coûter moins cher, enfin, vous coûter plus cher, puisque le taux de prise en charge était moins élevé. Ça, c'est la logique, le bon sens qu'il voudrait. Maintenant, je ne m'y engagerai pas formellement du point de vue de la garantie légale de mes propos. Mais votre question est une question que beaucoup doivent se poser. Que va-t-il advenir de mes contrats? J'ai choisi une formation qui, en 2020, va être beaucoup moins prise en charge. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce moi qui vais devoir prendre en charge le financement du contrat ou pas? C'est une grande question. Je pense sincèrement que non, par rapport à ce fonds qui va être réservé, mais je ne peux pas vous apporter de garantie légale. Mais je pense que oui. Vous ne paierez pas le reliquat à régler si votre branche décidait que cette formation était moins prise en charge. Voilà. Mesdames et messieurs, merci infiniment pour votre présence à ce webinaire organisé avec Demos.
On espère que cela vous a apporté un maximum de réponses et un éclairage pratique sur la réforme. Concernant l'alternance, je vous invite à vous rendre sur les différents sites qui existent au niveau du gouvernement pour approfondir toutes les particularités relatives au contrat d'apprentissage, au contrat de professionnalisation, à la période Pro A. Et vous retrouverez également auprès de Demos des formations sur le sujet auxquelles nous serons ravis de vous accueillir. Passez une très bonne fin de journée, mesdames et messieurs. Au revoir, c'était Thierry Ramaniraka.